À Toulouse, depuis 1996, court un arrêté municipal dit de lutte contre le bruit de voisinage qui sert souvent d'alibi à la municipalité pour interdire musique en plein air ou en salle dès lors que des voisins portent plainte auprès des services du Capitole. Faire la liste des festivités et des lieux qui en ont fait les frais serait réouvrir le tonneau des Danaïdes. On citera néanmoins à la volée la fermeture du salon bocal à 2 pas du Capitole et du garage quartier Saint-Michel dans les années 90, le harcèlement régulier fait au Mandala ou à Erich Kofi dans les années 2000, l'interdiction de jouer du djembé sur les bords de la Garonne dans les années 2010, la Dynamo rue Amélie a arrêté de programmer de la musique amplifiée pour pouvoir rester ouvert. Le Ravelin de son côté, le bar punk de la place du même nom, en a également fait les frais de cet arrêté municipal juste avant le premier confinement avec fermeture administrative à la clé. Et il y a 2 ans, souvenez-vous, ce ne sont pas moins de 6-7 lieux du faubourg Bonnefoy, beaucoup de cafés qui en furent menacés de cet arrêté. L'adjoint à la tranquillité de l'époque parlait alors de sa volonté de serrer la vis. Citation exacte rapportée par la Dépêche à cette époque-là. Eh bien, ces jours-ci, rebelote, et cette fois, ce sont les concerts en plein air qui sont dans la ligne de mire de la mairie. Événement monté notamment de manière mensuelle par l'association Moontrip ou par Bifas ou même 50 centilitres, autre collectif techno-toulousain. 3 lieux en particulier sont jugés problématiques par Johnny Dunal, le conseiller municipal en charge de l'événementiel, le port de l'Embouchure, la Grande Plaine à 2 pas de la Cité de l'Espace et Pêche David. 3 lieux qui ont notamment accueilli des open air électro. Encore dernièrement, il y en avait un encore en octobre, il y a 1 mois et demi, pouvant parfois accueillir jusqu'à 2500 personnes. Eh bien, toutes ces manifestations sont désormais interdites. Une décision temporaire liée à de nombreuses plaintes des riverains. C'est justifié Johnny Dunal dans la Dépêche du 2 novembre dernier. On connaît le sens du provisoire et du temporaire à la mairie de Toulouse. Il n'y a qu'à se souvenir des forains de la fête Saint-Michel qui, après avoir été installés pendant 10 ans de manière justement provisoire sur le parking du Zénith, en attendant la fin des travaux du côté des allées Jules Guesde, eh bien, ils ont appris fin mars 2021 que finalement cette fête, une des plus importantes de l'Hexagone, était purement et simplement supprimée. En attendant donc, Johnny Dunal aurait assuré aux journalistes d'Actu Toulouse qu'il venait, je cite, de mettre en place un service chargé de mener l'enquête pour trouver un site qui serait adapté à ces manifestations, à savoir, je cite encore, un endroit qui pourrait accueillir plus de 1000 personnes et de la musique à 80 décibels maximum. Fin de citation. Ouf! Nous voilà donc rassurés, les limiers du Capitole sont sur l'affaire. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé par Paul Benaïm, le maître des potards et des horloges, qui en plus de la mise en onde de cette émission hebdomadaire, essaye contre vents et marées de nous contraindre dans le laps de temps qui nous est imparti, et ça c'est vraiment du boulot. Ce soir on parle de chansons avec Pascal Chauvet, le taulier du bijou, Simon Chouf qui aura carte blanche au bijou justement toute la semaine prochaine, et Hervé Subiette à 1 semaine de la première de son nouveau spectacle consacré à Jacques Higelin. Ça se passera les 23 et 24 novembre à Tournefeuille dans le cadre du festival des Tours de Chant version décalée cette année. On parlera également de sémantique et d'évolution de la langue avec la chronique de Salah Amokran, enfin de retour dans cette émission, on n'y croyait plus. Et puis Gaël Cérez, journaliste aux médias en ligne Médiacité, nous parlera de son côté des déboires de la maternité Joseph Ducoing. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Foulou en Swahili, c'est la petite sauvageonne. Entre électro-jazz et effluve afrobeat, les musiciennes de Foulou proposent une musique explosive. Mini brass band de 7 musiciens, 5 cuivres, une batterie, un percussionniste et machine. Foulou est une formation montée en 2019 avec sur scène un set sauvage
j'ai enlevé des compositions énergiques, parfois slamées en italien, par la tromboniste du groupe. Alors qu'un premier EP est annoncé pour le printemps prochain, Foulou a publié la semaine dernière sur toutes les plateformes de streaming un premier single, Oujana, que l'on écoute illico. À noter que ce groupe toulousain sera demain soir à 20h30 à la Candela, quartier Saint-Cyprien, à 2 pas de l'Hôtel-Dieu. Foulou, Ujama, c'est caramel mou et c'est un mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pas? Salam Okrane, bonsoir. Salut. Je le disais en présentation de cette émission, on n'y croyait plus. Ouais, vous revoir dans ces murs, mais quel plaisir. Non, mais il faut y croire, franchement. On ne perd pas espoir. Hein. Et bien voilà, la preuve. C'est comme la gauche au pouvoir, il faut y croire. Ah ouais, c'est un truc, c'est conceptuel, mais ça finira par arriver. Ah oui, d'accord. Reste à savoir le nombre d'années qu'il va falloir poireauter pour le voir arriver. En tout cas, vous n'êtes pas là que pour nous parler des déboires de la gauche, quoique il y aurait écrire quelques chroniques là-dessus aussi. Mais pour nous faire un petit cours de sémantique, vous êtes tombé sur quoi? Sur le Robert cette semaine? C'est quand même un peu le sujet de la semaine. Ah ouais. Je veux dire, qu'on a entendu partout. Comme si on n'avait pas d'autre chose à faire. Voilà. Donc du coup, je vais en rajouter une petite couche puisque c'est l'entrée du pronom Yel dans le petit Robert. Dans le petit Robert. Bon, franchement, quand je vois l'assistance du studio ce soir, je crois que ça m'arrange bien quand même le pronom Yel. Ce que veut dire Salam Okrane, c'est que autour de cette table, il n'y a que des mecs. Donc voilà, donc cette semaine, c'est le sujet de l'actualité. Donc quand le pronom Yel a fait son entrée dans le dictionnaire Robert, la réaction, on peut dire même colérique du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ne s'est pas fait attendre. Donc, juste pour expliquer, Dixit le Robert, donc IEL, I-E-L. C'est un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. L'usage du pronom IEL est issu de la communication inclusive. Cette fameuse écriture inclusive qui a entre autres, et notamment pour effet, d'hérisser le poil de notre cher ministre de l'Éducation nationale. Ça, c'est un truc qu'il n'aime pas. Voilà. Il y a deux choses qu'il n'aime pas en ce moment, c'est l'écriture inclusive et l'islamo-gauchiste. Voilà. Alors, ça lui hérisse le poil, et ce poil qui est sans doute, selon lui, la marque de la distinction masculine, car si Jean-Michel Blanquer est contre le port du voile pour les femmes, il est pour le port du poil pour les hommes. Parce que ça ne vous aura pas échappé qui s'est laissé pousser la barbe. Ouais. Donc, cette barbe qui, au même titre que le voile, est pourtant la marque pour les hommes de l'appartenance à la mouvance djihadido, islamo, anti-républicano, conservateur. Mais bon, on ne va pas légiférer sur le port de la barbe, au risque de se mettre à dos tous les hipsters, d'interdire ZZ Top. Et puis, on ne va pas non plus dire aux hommes ce qu'ils doivent faire pour prouver leur loyauté à la République. C'est aux femmes de le faire. Donc, je disais donc que Jean-Michel Blanquer est vent debout contre l'entrée du pronom Yel dans le dictionnaire. Brigitte Macron aussi. Formidable. Il y a d'autres mots qui sont rentrés dans le dico, mais ça les gêne moins. Il y a eu anti-vax, cluster, hipstérisation, sexto ou mocktail. Tu sais ce que c'est, mocktail? Ah non, mocktail, pas du tout. Eh bien, ça ne m'étonne pas, parce que c'est un cocktail sans alcool. Donc, ça, je ne connais pas. Non. Donc, ça ne m'étonne pas que tu ne connaisses pas. Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale, c'est le ministre de Ça m'énerve. Il y a un truc qui l'énerve aussi grave, notre cher Jean-Mimi, c'est le wokisme. Le wokisme. Il a même lancé... C'est pas un instrument de cuisine pour faire de la cuisine asiatique. Non, c'est les islamo-gauchistes, lesbiens, homo, anticoloniaux, enfin bon. Donc il a même lancé son laboratoire de la République pour lutter contre le wokisme. Cette idéologie qui envahit nos cours d'école et nos amphis d'université, et il y a urgence... Parce que nos enfants, quand ils rentrent de cours, ils sont complètement gangrénés par l'idée d'être antiracistes, contre le colonialisme, contre la haine LGBT. Et d'ailleurs, il faudrait un peu lire, je suis sûr que tu ne l'as pas fait, il faudrait un peu lire les hors-séries du Figaro pour vous rendre compte à quel point c'est grave et vous rendre un peu à la raison, parce que ça suffit vos histoires de gauchistes sur le manque de profs ou la précarité étudiante. On est d'accord, les priorités. On est à la fac Paul Sabatier, là, donc faudrait avoir un peu le sens des priorités et lutter contre le wokisme et le déclin de la civilisation européenne. Et ça, c'est la priorité de notre ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Et donc JMB,
Il a la réponse. C'est un grand plan pour relancer l'apprentissage du grec et du latin, parce que ça l'énerve qu'on n'apprenne plus le grec et le latin. Mais moi, je dis après tout, pourquoi pas ? Bon, le seul problème, c'est qu'il n'y a plus de profs de grec et de latin, vu qu'ils ont supprimé tous les postes. Alors, quand je pense qu'il y a 20 ans, avec la liste motivée, nos textes étaient en écriture inclusive. En 2001, c'était la première élection où la parité femmes-hommes était obligatoire. Et nous avions fait le choix de nous allier aux féministes toulousaines. Très vite, elles ont ouvert ce sujet. Et on ne va pas se mentir, il a fallu qu'elles lèvent un scepticisme assez général. Et pourtant, quelle efficacité. Les mots, la façon de s'exprimer sont déterminants pour avancer. Lire les mots d'une façon ou d'une autre, c'est dire des idées d'une façon ou d'une autre. Et à l'écriture de nos textes, en comparaison du résultat en termes d'égalité, nos efforts étaient finalement bien peu contraignants. À nos premières tentatives, nous employions des parenthèses pour être inclusifs, nous rendant vite compte que nous ne pouvions mettre le féminin entre parenthèses. Alors nous avons opté pour les tirets, les fameux -E, -S. Aujourd'hui, je crois que c'est l'usage des points qui s'est généralisé. À voir. Cet état d'esprit, cet usage de la communication inclusive, de l'écriture inclusive dans cette expérience politique a pour moi été déterminant dans ma façon de penser l'égalité. Bien plus que l'écriture, c'est finalement du langage dont il s'agit. Et nous avions d'ailleurs même envisagé la mise en place d'une commission à motiver, puisqu'il y avait beaucoup de commissions, pour un parler gras non sexiste. Avec l'idée de rompre dans les éternelles sorties en AG, du genre « ouais, on s'est fait enculer par les socialistes, on va pas se faire baiser par les gauchos ». Certains nous rappelant fort à propos que se faire enculer n'est pas forcément désagréable ou péjoratif, et que se faire baiser non plus, la seule condition étant le consentement. Alors oui, je suis pour l'écriture inclusive, pour le pronom IL, et même si je m'empresse de dire en conclusion qu'en la matière, je préférerais les entendre et éventuellement les voir agir pour l'égalité salariale, contre les violences faites aux femmes, et pourquoi pas, soyons fous, contre le racisme et l'islamophobie. Ouais, mais là c'est vraiment être fou. Et puis on rappellera à Jean-Michel Blanquer que la dernière salve d'évaluation dans le primaire et en 6e montre que si globalement le niveau d'acquisition des apprentissages de base sont revenus à peu près à des niveaux d'avant Covid, il n'en reste pas moins quelques points noirs. L'apprentissage de la lecture, par exemple, ou l'écart qui continue à se creuser entre l'enseignement dit ordinaire et l'enseignement dit prioritaire. Autant de sujets qui pourraient peut-être mobiliser notre bon Jean-Michel tu as Blanquer. des drôles de priorités, je trouve. Mais ça c'est vrai. Allez, on continue et un peu de musique. Tu crois qu'il va se rappeler de nous ? Ah non, impossible qu'il se rappelle de nous. Impossible. Pas sûr, hein. On lui écrit quand même un morceau. Ouais, en souvenir de cette belle discussion. Je l'écris pour toi, mais tu ne l'entendras sûrement jamais. Tu te souviens de moi ? C'est dans la rue qu'on s'est croisés. T'avais la cinquantaine, grande dégaine et mauvaise haleine. Moi je prenais des photos et ta curiosité a déclenché cette scène. Tu critiquais une société qui bousille la nature. Je t'ai souri pour dire oui dans le champ des voitures. Puis le discours a trébuché sur un gros mot. Culture envahie par l'arrivée de beaucoup trop de bateaux. Alors j'ai arrêté de prendre des photos en sentant un postillon de Le Pen dans ton accent de Morano. Gant de boxe sur la langue pour que ça reste dans les règles. Y'avait quelque chose sur tes lèvres, à l'odeur de merde. Commandant en chef de la généralité. Professeur, je sais tout lancer dans sa leçon du bon français. Échange merdique en un bonjour, j'ai rallumé la une. Le débat poétique a fait demi-tour en s'arrachant les plumes. Mais s'il vous plaît, ouais s'il vous plaît, qui est le responsable de son éducation? Dites-moi pourquoi, ah ouais pourquoi? C'est jamais les bonnes espèces en voie de disparition. Et s'il vous plaît, ouais s'il vous plaît, qui est le responsable de son éducation? Dites-moi pourquoi, ah ouais pourquoi? C'est jamais les bonnes espèces en voie de disparition. Et s'il vous plaît, l'amour est dur à enseigner, le transmettre à nos enfants est un investissement. Et s'il vous plaît, laisser Zemmour à la télé, c'est faire de la haine un divertissement. Ah ça, et s'il vous plaît, en solitaire, chacun son air. Merde, on se méfie de l'autre. Et s'il vous plaît, moi je retiens que pour une mélodie, il faut plusieurs notes.
Et commence à fermer les frontières. Tu te rends compte de ce que tu dis? Si on peut plus y aller, pourquoi avoir fait autant de pays? J'ai compris. Tu voulais retrouver la France de ton costard, la France en noir et blanc, enfin surtout en blanc d'après l'histoire. Et grand con, où est le mini-toi? Faut qu'on l'adopte, qu'on lui montre qu'on est rien. Quand on claque la porte, les oreilles font les morts, je me sens mal. Tu réponds quoi quand ça t'arrive? Homme de l'époque médiévale, si on soigne pas, bien sûr qu'il contamine. Et s'il vous plaît, ouais s'il vous plaît, qui est responsable de son éducation? Dites-moi pourquoi, ah, ouais pourquoi? C'est jamais les bonnes espèces en voie de disparition. Et s'il vous plaît, ouais s'il vous plaît, qui est le responsable de son éducation? Dites-moi pourquoi, ah, ouais pourquoi? C'est jamais les bonnes espèces en voie de disparition. Et s'il vous plaît, ouais s'il vous plaît, aïe aïe aïe. Et s'il vous plaît, ouais s'il vous plaît, écoute, j'ai perdu du temps dans ton délire qui dévalait la pente. Dans tes chiffres, tes mythes, tes flics et tes fausses envies militantes. Des oui, des non, une discussion qui n'a plus aucun sens. C'est déprimant cette pauvre vision que tu as de ma France. Et s'il vous plaît, et toi, tu réponds quoi quand ça t'arrive? Hein? Voilà, après avoir parlé du pronom Yel, on vient d'écouter Il, H-Y-L, nouvel artiste hip-hop toulousain qui a fait sortir en septembre dernier une mixtape très remarquée. On la retrouve depuis surtout sur toutes les plateformes de streaming, à défaut de trouver la cassette. Et ce soir, il sera au Bijou dans le cadre d'une soirée que le Bijou organise célébrant les lauréats du prix Nougaro. Pascal Chauvet, bonsoir. Bonsoir. Deux mots sur cette soirée et sur cet artiste-là qui va commencer à faire parler de lui. Une des premières fois qui se produit sur une scène toulousaine, mais c'est vrai qu'on risque d'en entendre parler pendant un petit moment de ce Il. C'est pas tout à fait la première fois, hein, puisqu'il a déjà fait un petit tour au Bijou il y a quelques temps. Et on avait mis... Dans Ozone, c'est ça? Non, pas du tout. Juste après le prix Nougaro, quelques semaines après, il a fait un petit concert, il a fait une première partie. On l'avait calé aussi en première partie de Boucan au Métronome quelques temps plus tard pour qu'il se fasse un petit peu son chemin. Et là, ça y est, il arrive à maturité. Donc c'est lui le chef de la soirée. C'est lui la tête d'affiche ce soir. Donc 4 autres artistes avec lui. Vous nous en dites 3 mots et on continue. Bien sûr. Donc les 3 autres artistes sont vraiment les plus jeunes lauréats du prix d'écriture Claude Nougaro de cette année. Donc il y a Homingest, qui est un gamin qui a 18 ans maintenant. Il vient de les avoir, et il a une maturité dans son écriture qui est déjà folle, une manière de prendre la scène qui est assez unique, donc c'est à découvrir. Et il sera accompagné, donc nous aurons Onde sur scène également et Timothée QF. Donc Onde, c'est plus on va dire de la chanson pop électro, et Timothée c'est du slam. Cette session 2020-2021 du prix Nougaro, justement, est en train de lorgner férocement sur l'écriture hip-hop? On sent que chez les plus jeunes, à 18-20 ans, effectivement, ceux qui écrivent en français, souvent le font via le rap ou le hip-hop, parce que c'est là-dedans qu'ils ont été bercés. C'est ce qu'on entend beaucoup sur tous les médias mainstream. Donc effectivement, c'est leur modèle de base. Après, petit à petit, en travaillant, en écoutant plein de choses, ils peuvent aussi aller sur des formats plus musicaux, plus chansons, avec plus de mélodies, et c'est aussi quelque chose que Il est en train de faire petit à petit. Et c'est vrai que pour finir avec Il, précipitez-vous sur ce 8 ou 9 titres, je crois, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de téléchargement et sur toutes les plateformes en streaming. C'est quelque chose de très intéressant, et effectivement, les paroles méritent d'être écoutées assez attentivement. Simon Chouf, bonsoir. Simon Chouf? Oui, vous m'entendez? Ah ben c'est formidable. Vous êtes où en ce moment? Je suis à Mably, dans les environs de Roanne. Ouais, donc c'est-à-dire que vous êtes très loin. Il vous reste le week-end pour revenir d'Arodar à Toulouse, puisque nous parlons avec Pascal Chauvet du Bijou. Et le Bijou, vous y serez toute la semaine prochaine, du mardi au vendredi, pour une carte blanche que finalement peu d'artistes ont eu au Bijou. Lucas Lemoff, il y a quelques temps, et puis voilà. C'est pour y faire quoi, cette carte blanche? Ça correspond à quoi pour vous?
Mais pour moi, c'est une manière de boucler une boucle et puis de marquer un peu une histoire. Enfin voilà, de marquer une histoire commune avec le bijou qui a commencé il y a plus de 10 ans maintenant en fait. C'était la première fois que je suis venu, j'ai fait un ozon, ça devait être en 2007. Et voire 2006, je sais plus. Et puis j'ai ma première programmation, je crois que c'était en octobre 2009, quelque chose comme ça. Et voilà. On rappellera que les Ozons, ce sont toujours des scènes ouvertes organisées par le Bijou qui permettent à des artistes en devenir de venir faire un mini-set de 20 minutes devant du public et du vrai public. Et c'est comme ça qu'on a vu éclore un certain nombre d'artistes toulousains qui depuis ont fait leur chemin. 4 jours de carte blanche. Pascal Chauvet, pourquoi avoir laissé cette occasion à Simon Chouf? Parce que c'est une envie qu'on traîne depuis un petit moment. Simon fait partie de ces artistes qui ont leur rond de serviette au bijou, qu'on a toujours envie d'accueillir. Et là, entre deux périodes, entre deux albums, en fait, le faire venir pour chanter ses chansons avec le groupe, on se disait oui, mais dans quel but? Et là, l'idée de la carte blanche pour fêter ces quelques 13 ans, 7 mois et 12 jours de scène, parce qu'en général, on fait que des comptes ronds, c'est un peu nul. Donc là, au moins, il y a quelque chose à fêter. On va y voir quoi, cette carte blanche, Simon Chouf? Eh ben là, l'idée, c'est un peu de marquer le presque point final du répertoire et du spectacle volatile qui avait été écrit et sorti entre 2015 et 2016. Et voilà, en général, quand on monte un spectacle ou un album, on sait comment on commence la tournée, on sait pas trop comment elle va se finir. Là, il se trouve que c'est la première fois que j'ai étendu autant dans le temps un spectacle avec les mêmes chansons, mais on a eu une petite parenthèse. Oui, j'allais vous le dire. Voilà, moi déjà j'étais dans une parenthèse de vie qui fait que ça m'allait de prendre cet art-là. J'ai pu voir grandir ma fille dans des années où si j'avais été sur la route, ça aurait été plus compliqué. Là, on va dire que j'en ai bien profité. Et puis voilà, et je trouve que pour écrire, moi j'ai toujours besoin qu'il se passe des choses, de vivre des choses. Et bon là, c'est sûr que de rester enfermé chez soi, ben moi j'écris plus en étant inspiré par ce qui se passe dans la vie extérieure. Il y en a qui ont besoin d'une forme d'introspection. Moi, c'est plutôt de vivre des choses et partager. Donc là, je veux dire que j'avais pas grand chose de nouveau à dire pour l'instant. Et donc du coup, j'ai pas écrit de nouveaux spectacles. Et puis je trouve que c'est quand même hyper difficile et c'est énergivore quoi d'écrire quelque chose de nouveau et de se lancer dans une nouvelle tournée. Et c'était compliqué de me lancer dans une tournée sans avoir de perspective, se dire s'il faut dans 3 mois on est tous enfermés. Et donc à quoi bon sortir un album pour finalement qui soit alors il y a un terme dans la musique qui est un peu horrible, ils disent un album mort-né. Et bien voilà, il y a plein d'albums mort-nés qui sont sortis et moi je voulais pas ça et donc je préférais attendre de voir comment les choses évoluaient et il se trouve que là quand il y a eu l'invitation du Bijou, ça tombait à pic parce que pour moi c'était une belle manière de conclure un peu, on va dire, cette histoire avec ces chansons là, comme dit Pascal, un peu à la maison quoi. Et donc là j'ai cette possibilité de faire une semaine au Bijou et donc dans l'idée, comme quand j'ai sorti l'album j'avais fait une semaine de concert dans plein de formules différentes pour présenter les chansons dans plusieurs habits. Et ben là, c'est un peu la même histoire, mais plus avec des invités, des spectacles un peu uniques, quoi, voilà, qu'on ne refera pas. C'est vrai qu'on va vous voir dans les formules qui vous ont occupé ces dernières années. On va vous voir avec la formation de cordes, le hardcore, qui justement ont déjà occupé la scène du Bijou. On va vous voir avec 2 pianistes avec lesquels vous tournez en ce moment sur un autre spectacle, le dernier spectacle de Manu Gallure. Donc il y aura une soirée avec Manu Gallure et dans la même soirée il y aura aussi Lorenzo Nakarato
morceaux autour du piano et de certaines chansons de Chouf, mais il n'y aura pas que des chansons de Chouf. On vous entendra aussi avec Lise Martin, que vous accompagnez régulièrement sur scène, et puis on vous verra aussi avec j'allais dire, la fanfare. C'est vrai qu'à un moment donné, vous tourniez aussi avec des cuivres, et là, il y aura une grosse fanfare pour finir la semaine vendredi. Deux mots sur cette fanfare, justement. Bon, la fanfare, alors on va plus, ça va être un peu le petit bonbon, quoi, parce que en fait moi depuis j'ai déménagé de Toulouse il y a 2 ans et demi, et donc je me suis installé dans les environs tarnais, et donc il y avait une fanfare à Rabastens, on va le dire. Rabastens, on va le dire, le Montreuil toulousain, et voilà, il y avait une fanfare que j'ai intégrée au Bugle. Ça m'a redonné l'envie de me remettre au soufflant, quoi. Je faisais ça dans mes premiers groupes de chansons dans le début des années 2000, donc il y a 20 ans, et donc cette fanfare, voilà, nous occupe tous nos mardis soirs, tel un bon groupe qui répète dans le local une fois par semaine, et donc en général on joue dans les événements militants ou les événements festifs du Rabastinois, et là on s'exporte à la capitale, quoi. Ouais. Donc l'idée, ça va être d'ouvrir sous une forme plutôt de bonne humeur, et d'accueillir les gens comme ça. Et à la fin du concert, on va essayer de faire 2-3 trucs ensemble. Mais voilà, ça reste une fanfare amateur qui est vouée vraiment à jouer en animation. Je me régale à avoir repris le Bugle, mais on verra peut-être un peu de Bugle dans la semaine, j'en en dis pas plus. Très bien. Bon, écoutez, en tout cas, on prendra rendez-vous mardi, mercredi, jeudi et vendredi prochain au Bijou pour vous voir dans cette carte blanche. 4 jours avec Simon Chouf, c'est quand même un petit régal juste avant les fêtes. On va vous laisser à vos occupations du soir. Je suppose que si vous êtes allé si loin, c'est pas forcément que pour la gastronomie. Pour visiter la zone commerciale de Roanne, qui a l'air, ma foi, fort remplie pour un vendredi soir. Ah ouais, d'accord, formidable. À croire qu'il n'y a pas grand-chose autour. Par contre, il me semble qu'à Roanne, il y avait un très bon restaurant qui, dans le temps, faisait un saumon à l'oseille absolument délicieux. Ça devait se trouver du côté de la gare. Mais peut-être que ce soir, vous avez peut-être un concert à faire. On va vous laisser. Bonne fin de balance et bon concert. À la semaine prochaine. Bonne fin de caramel mou. J'essaierai de faire un selfie pour me joindre à la fête. Ah ben oui, ça serait pas mal, on le rajoutera. Allez, sur un canapé, je vais faire ça. Parfait. À la semaine prochaine, Simon Chouf. Merci de l'invitation. Bonne fin d'émission. Voilà, donc Simon Chouf, on l'aura compris, au Bijou toute la semaine. Facile la programmation quand même de cette semaine-là. Là, vous tournez les pouces pour le reste de la semaine. Faut qu'on mette tout le temps ouvert, faut bien qu'on prenne un petit peu de vacances en fait. Ça doit être ça. Et c'est vrai que la semaine prochaine, côté chanson, ça va un peu se bousculer. On le disait, des Tours de Chant, le festival dédié à la chanson qui d'ordinaire occupe fin janvier, début février chaque année, a eu un déroulement un peu décalé cette année pour cause de Covid, vous comprendrez pourquoi. Et il se termine la semaine prochaine, 23 et 24 novembre, avec le concert de Hervé Subiette, nouveau spectacle consacré à Jacques Higelin. Ça, les spectacles consacrés à des auteurs comme ça de la chanson, vous en avez fait des tonnes. Je me souviens celui que vous aviez monté avec Puccinella autour du répertoire de Nougaro. Il y avait celui aussi avec Eugénie Hirsch, Lucas Lemoff et Ferdinand Doumerc autour du répertoire de Brigitte Fontaine. Avec votre association Voix Express, vous aviez monté plein de fêtes qui d'ordinaire commençaient les détours de chant. Je me souviens, Michel Bernard, il avait dû y avoir un duo Gelda autour de Brassens, enregistré au Bijou en disque. Pourquoi cet attrait aussi pour le répertoire chanson ?
Puisque vous êtes d'abord un auteur, compositeur, interprète. Mais oui, j'ai un goût du répertoire et puis j'ai un goût de la transmission. Ça, je crois que ça c'est le fait aussi de faire partager la musique, mener des groupes. Et donc j'aime revisiter. Ouais, il y a des choses. Puis souvent, je vais chercher des choses qui sont pas forcément les plus. J'aime bien surprendre les gens, même avec Brassens ou Nougaro. Et j'aime surtout les surprendre en y amenant quelque chose de personnel, c'est-à-dire, bon, évidemment, une reprise qui est du copier-coller, ça fait une pas l'imitation, et donc l'idée c'est de se démarquer, d'amener ce qu'on est, d'amener une lecture peut-être nouvelle, différente, un éclairage en tout cas particulier. Ça passe souvent évidemment par le travail musical et la formation musicale. En tout cas, oui, c'est un goût de partager ce que j'aime aussi, tout simplement, mais en y amenant, on va dire, ma patte personnelle quand même. Si on regarde les 3, 4, 5 expériences que vous avez déjà eues dans ce format de spectacle, la reprise d'un répertoire, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à avoir des morceaux finalement peu connus de Jacques Higelin qui vous occupent cette fois-là? On se souvient qu'avec Nougaro, qu'avec Brassens, qu'avec Brigitte Fontaine, ça avait déjà été le cas. Vous aviez sorti des morceaux que finalement l'amateur moyen de ces artistes-là ne connaissait pas trop. Ça va être aussi le cas pour Jacques Higelin? Il y aura un peu des deux, ouais. Il y aura un peu des deux. Il y a quelques titres, voilà, on me dit, ah oui, c'est quoi ça? Et comment se fait le choix des chansons? Alors, j'ai invité déjà trois autres artistes. Peut-être préciser que derrière moi... on va en parler dans 2 minutes. Il y aura du monde. J'ai invité 3 autres artistes et le répertoire, je leur ai laissé parfois le choix. Et puis parfois, j'ai fantasmé un peu, c'est-à-dire que j'ai dit à Aïda Sanchez, j'ai dit, écoute cette chanson, j'ai déjà les frissons en t'imaginant de la chanter, et elle m'a dit ok, et ils ont aussi joué le jeu de ça, avec peut-être ce que moi j'avais envie de dire dans l'écriture musicale aussi, donc j'ai eu quand même un grand choix, mais avec j'ai sélectionné avec mes partenaires quand même. Donc voilà, 3 artistes qui vous rejoindront sur scène. On a compris que Aïda Sanchez était là, l'extraterrestre, terrienne, l'extraterrienne sera là. Les 2 autres? Alors Chloé Lacan, qu'on a vu souvent par-ci et par-là sur la scène toulousaine, et Thibaut de Feuvert, qui est anciennement Presque Oui, enfin peut-être certaines le connaissent sous son nom, mais il a repris son nom aujourd'hui, qui joue de la guitare et qui est presque un symphonique à lui tout seul quand il joue de la guitare, mais et vous disiez anciennement? Oui, parce qu'il a eu il a été sous un nom de groupe qui s'appelait Presque Oui, à sa création, et puis après il a travaillé avec des musiciens, et puis finalement il a resserré autour de son identité depuis 2-3 ans, donc voilà. Donc c'est des gens que j'ai croisés sur scène déjà, avec qui on a partagé, donc avec qui il y a une connivence, et puis on le sait, une complicité, une efficacité aussi à se retrouver. Donc là, c'est vraiment un travail à 4. Ouais, c'est autant sur le choix des morceaux que sur la façon de concevoir les orchestrations, les arrangements. Non, ça c'est moi. Non, ça voilà. Ouais, ça c'est mon écriture. Ouais. Puisque le côté un peu nouveau pour vous sur ce spectacle-là, c'est que si vous avez eu des mini-groupes qui vous ont soutenu sur les précédents projets, je pense à Puccinella, je pense au trio qui vous accompagnait dans le répertoire de Brigitte Fontaine. Là, c'est carrément un symphonique qui va être derrière vous. Vous avez vraiment besoin d'être 4 pour supporter un peu la pression des gens qui vont être derrière. 45 musiciens. Voilà. C'est quoi pourquoi ce projet? C'est un truc qui va pouvoir se faire qu'une seule fois, de toute façon. Ça va être compliqué. Il va pas se tourner de folie, mais je veux dire, il y a des orchestres, des pistes, des choses possibles en tout cas pour que ce projet puisse vivre. Éventuellement aussi comme un projet pédagogique, puisque c'est déjà le cas, c'est l'orchestre de l'école de musique de Tournefeuille. Donc voilà, un symphonique amateur. Voilà, il y a 3 ans, ils avaient fait déjà un parcours avec Dick Angarn autour de ce disque sur les villes, qui nous avait bien étonnés. Et donc ce choix-là, c'est un peu c'était en
en janvier dernier, les 20 ans de Détour de Chant. Il se trouve que j'étais à la création du festival. Oui, puisqu'on va le rappeler, Détour de Chant, c'est né de la salle Nougaro, avec une association, la vôtre, Voix Express, qui faisait du chant amateur. Et puis donc j'ai longtemps suivi l'équipe, et puis depuis quelques années, je m'occupe un peu de moi, un peu plus que de tout ça, mais voilà, avec évidemment un lien fort. Et donc on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire pour nos 20 ans, carte blanche. Et donc j'ai dit l'orchestre là qui avait, il se trouve que ça c'est pas forcément beaucoup à Toulouse, mais je suis depuis 12 ans associé à l'orchestre de Pau, et aussi pour des projets de conservatoire, tout ça, pour des écritures. Et c'était aussi les 20 ans du festival, mais c'était aussi, j'avais envie de mesurer les 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, dans le pré-festival, j'avais écrit des arrangements pour des chanteurs à 4 voix. Et en 20 ans, j'ai appris à écrire pour un symphonique. Et j'ai fait 12 ans de projets avec, pour des gamins, des orchestres, plein de projets autour de ça. Et donc, j'avais aussi envie de montrer aussi comment un artiste, dans un festival il y a 20 ans et aujourd'hui, faisait aussi sa route. Et puis voilà, le répertoire d'Higelin, évidemment, se prête à un tel jeu, parce qu'il y a de la folie, il y a de la flamboyance, il y a de l'humour, on connaît Higelin assez pour... Avant de continuer à parler des couleurs que vous imprimez dans vos orchestrations en retravaillant le répertoire d'Higelin, on va peut-être en écouter un petit bout de ce que j'ai amené. Voilà. Je veux bien faire une petite mise en garde. Ça, il y a besoin, puisque on l'aura compris, c'est une création. Donc, qui dit création dit ça il n'y a existe pas, aucun enregistrement. Voilà. Alors, il y en a un, moi qui n'ai jamais été un fou des synthés et de tout ça. Quand j'ouvre un document pour écrire, je mets 25 lignes les unes au-dessus des autres, flûte, clarinette, hautbois, corps 1, corps 2, trompette, etc. Et puis dessus, je prends ma souris et puis les idées que j'ai dans la tête, je les transcris en mettant des notes sur ce logiciel. Et je trouve que ce logiciel joue avec des sons synthétique. Pas trop pourri, mais quand même synthétique, on va le dire, pas humain. Et donc, ça permet aussi de faire des maquettes pour travailler. Donc, je me suis mis derrière mon bureau et pas sur une scène, avec un micro, j'ai fait ma voix, j'ai fait 3 chœurs derrière. Et donc, ça donne, le morceau fait 7 minutes, mais j'ai pris 2 minutes 30, un petit montage autour de Irradier, pour juste donner une couleur comme ça, et voilà, mais avec des vrais archers, des vrais souffles humains, ça, ce sera quand même autre chose. Voilà, donc là, on va écouter un petit bout de Irradier, donc extrait du spectacle qui va arriver la semaine prochaine au Phare à Tournefeuille. Les instruments sont joués par l'ordinateur d'Hervé Suliette. Voyageur immobile, irradié. Je suis le sage, le fou, le débile. Je suis du village, l'idiot, et j'entends les rumeurs de la ville. Compagnon des lézards obscènes, je déjeune à minuit de girafes rôties qui battent encore de l'aile sous le menton crochu. Des sorcières malsaines, sous le menton crochu, des sorcières malsaines. Irradié, voyageur immobile, irradié. Je suis le sage, le fou, le débile. Je suis du village, l'idiot, et j'entends les rumeurs de la ville. Je suis celui qu'on veut, celui qu'on croit, celui qu'on voit danser sur les nuages bleus, tirant des cordes de ma lyre, des sons hallucinants qui font bondir les petits du tapis au fond des entonnoirs, les soirs où sur eux s'abattent fièvre et cauchemar.
effectivement, c'est pas forcément un des plus connus de morceaux. Je ne me souviens plus sur quel album il est. Je sais qu'il est sur l'album Irradié. Live 2000. Oui, il est dans le Live 2000, à Mogador. Ouais. C'est quand même une récurrente. Et c'est un album qui était de sa période rock, dans les années 70. Non, un peu plus tard. Ouais. Le premier disque rock, c'est 74, je crois. Et, oui, c'est Alerte et des donc, bébés, donc c'est bébés. 77. Oui, voilà, c'est tout ça. C'est cette période-là, un peu rock. Et voilà. On le voit, une orchestration en symphonique, ça donne pas mal de possibilités au niveau de la texture, au niveau de la palette sonore. Qu'est-ce que c'est qui était à mettre en avant quand on s'attaque au répertoire d'Igelin avec un symphonique? Ça permet de mettre quoi en avant? Il y a tellement de palettes et de couleurs possibles, parce qu'il y a évidemment le rocker Igelin, mais il y a l'héritier de Traîné, il y a le foot chanson, les univers poétiques. Oui, même l'amoureux de l'Afrique, puisque voilà, j'allais dire la world music aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup de rythmes et de choses qui sont cherchées un peu partout. Et il y a même, je vais dévoiler un titre, mais comme on était quand même un certain nombre de chanteurs, il y avait un orchestre symphonique, il y avait un opéra rock de 4 minutes 30 assez mythique qui faisait avec Elisabeth Wiener, qui était l'attentat à la pudeur. Et donc on a fait évidemment que j'ai arrangé en symphonique pour en faire une espèce de cliché d'opéra un peu burlesque. Et donc voilà, donc on fera 3. Voilà. 3, ouais. 3 morceaux Non, 3. L'attentat à la pudeur, on sera 3 chantés dedans. C'est un trio. Ouais, vous serez. Voilà. Okay. Trio d'opéra. Ça veut dire que pour les autres artistes, c'est quoi? Ils chantent avec vous? Ils chantent tout seuls? Non, ils chantent des chansons. On a pratiquement, on va dire, 2 chansons par personne. Et on a 4-5 chansons sur lesquelles on est en commun, avec parfois de la polyphonie, parfois des phrases partagées. Donc voilà. Le travail avec ce symphonique-là, donc amateur, c'est pas forcément aussi peut-être des artistes qu'ils connaissent. Comment ils s'emparent un peu de ce répertoire et des arrangements que vous amenez? Alors je pense qu'ils vont aussi un peu, moi j'ai mis des morceaux à écouter et tout ça pour qu'ils écoutent. Je pense que ça va aussi prendre du sens pour eux ce week-end où mes collègues débarquent de Normandie, de je sais pas où, de Besançon et de je sais pas où. Donc pour finir la préparation. Ouais, voilà. Et donc on va vraiment être tous ensemble à l'équipe pour faire un peu pour faire monter tout ça. Et donc je pense qu'aussi la dimension de l'interprétation, pour le moment, il joue un peu dans le vide. De temps en temps, je prends un micro, je fais une voix pour soutenir comme ça, mais je pense que pour eux, ça va être aussi un petit palier supplémentaire. J'aime bien aussi éveiller la curiosité. C'est un orchestre avec des jeunes, des profs aussi, des profs de l'école. Éveiller, transmettre, partager ces répertoires-là. Ça, je trouve que c'est un chouette truc de pouvoir passer Igelin qui... Ouais. C'est rigolo cet orchestre-là, parce qu'il me semble bien que Loïc Laporte aussi avait fait quelque chose avec, oui, peut-être, ouais. avec cette formation autour des compositions de son groupe Myrnam. Oui, c'est ça. Ouais, je crois aussi, ouais. C'est vrai qu'ils sont assez souvent sollicités comme ça pour soutenir des artistes, le plus souvent des chanteurs, sur des projets comme ça au long cours, parce que effectivement ça demande beaucoup de préparation. Je crois que c'est bien qu'il y ait cette curiosité-là, parce qu'il y a aussi il y a évidemment le répertoire classique et tout ça auquel ils se confrontent aussi, mais c'est bien aussi de pouvoir faire des musiques en live qui soient aussi de toute, assez éclectique, quoi. Voilà, donc ça se passera le 23 et le 24 novembre prochain, mardi et mercredi prochain, au Phare à Tournefeuille. Donc une semaine chanson plutôt riche à Toulouse la semaine prochaine. Cette carte blanche à Chouffe pendant toute la semaine. Ce spectacle autour du répertoire d'Igelin, réarrangé par Hervé Subiette, le 23 et le 24 à Tournefeuille. Donc pour se quitter, on va écouter peut-être Simon Chouffe avec son quatuor à cordes chanter Igelin, puisque sur le dernier album de Chouffe avec le hardcore, il y avait cette reprise de Champagne de Igelin, Chouffe, donc l'on peut retrouver pendant toute la semaine au Bijou, enfin pendant toute la semaine prochaine au Bijou. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus avec plaisir nous parler ce soir de tous ces événements chansons à Toulouse.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valets volages et vulgaires, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez flotter vos idées noires près de la mare aux oubliettes, tenue du suaire obligatoire. Lutin, luciole, feu follet, elfe faune et farfadet, c'est frais de mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer 2-3 pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampires éblouis par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernals appétits de frénésie bacchanale, qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilles émues, fières gorgones, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il ne laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait d'un bond dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique que les damnés obscènes, cyniques et corrompus, fassent grief de leur peine à ce qu'ils ont élu, car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à douter d'eux-mêmes, au dédain suprême. Mais déjà le ciel blanchit, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cocher lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail, et me cherchez sans retard l'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Champagne. Voilà, après Champagne de Simon Chouf, on va retrouver Gaël Cérez du média en ligne Médiacité, qui régulièrement vient faire des chroniques dans cette émission hebdomadaire. Et cette semaine, on va me parler de ce que dans ma jeunesse on appelait l'hôpital Varsovie, avant qu'il ne soit débaptisé un hôpital Joseph Ducoing. Et apparemment, du côté de la maternité de Joseph Ducoing, ça tangue sévère. Ça tangue un peu. Bonjour. Bonjour. Effectivement, qui ne connaît pas la maternité Joseph Ducoing à Toulouse, quand on interroge des Toulousaines surtout, qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années, c'est déjà une référence. C'est un hôpital qui a été créé dans les années 70, comme vous l'avez dit, dans la rue Varsovie, d'où le nom de l'ancien hôpital à Saint-Cyprien. C'est une maternité qui s'est rapidement imposée dans le paysage hospitalier de la Ville Rose, parce qu'elle était la première à s'appuyer sur la méthode de naissance sans violence, qui donne une place importante au bien-être du bébé lors de la naissance, et qui est aussi sortie du lot pour l'importance qu'elle donnait au rôle des sages-femmes notamment. Ça a permis à l'accouchement de sortir un peu de la médicalisation à outrance qui avait cours jusqu'alors.
Et depuis les années 70, donc un demi-siècle, l'établissement bénéficie d'une excellente réputation pour l'attention portée aux mères et aux nouveau-nés. D'ailleurs, il est parfois difficile de s'y inscrire. Et aussi pour les conditions de travail, pour l'ambiance de travail, à tel point que les soignants aiment bien aussi bosser à Ducoing. Parce qu'ils développent tout un accompagnement des femmes et parce qu'il y a aussi cette autonomie donnée aux sages-femmes, comme je le disais. Alors malgré cette bonne réputation, l'ambiance n'est plus tout à fait la même dans les couloirs du service. On a interrogé une mère qui a accouché sur place en fin août donc de cette année. Alors, elle décrit un personnel très prévenant, très attentif à sa douleur, mais qu'elle a trouvé aussi très fatigué et beaucoup sous pression. Ce qui est quand même le cas de la majorité des soignants dans les hôpitaux toulousains et hexagonaux. Oui, voilà, c'est pas tout à fait c'est pas l'apanage de Joseph Ducoing, mais c'est vrai que dans un service réputé pour le temps qu'on prend, qu'on accorde aux femmes qui vont donner naissance ou qui ont donné naissance, peut-être qu'il y avait avant, en tout cas, un peu plus de temps et beaucoup moins de pression, mais là, les choses ont un peu changé. Donc l'hôpital ne passe pas à travers cette vague de difficultés que connaît l'hôpital en France. D'ailleurs, cette jeune femme, elle n'est pas isolée dans sa constatation. En août 2020, d'anciennes patientes de la maternité ont créé un collectif Soutenir sa maternité. Parce qu'elles avaient constaté que des services comme par exemple les groupes de parole pour jeunes parents commençaient à être supprimés faute de personnel pour les animer et donc ça les a inquiétés, d'où ce collectif pour un peu soutenir les soignants. Le changement d'ambiance et d'offre de services, il s'explique en fait par un contexte très tendu dans l'hôpital. Pour redresser un budget structurellement déficitaire, la santé... ça, c'est pas censé non plus rapporter des ronds. Le directeur de l'établissement, Éric Fallet, a présenté ces derniers mois un projet d'établissement dont l'un des objectifs est d'enregistrer 500 accouchements supplémentaires par an. Ce qui est beaucoup quand même. Ça ferait un total de 2900 naissances par année, alors que la maternité enregistrait 1 millier de naissances il y a une quinzaine d'années. Donc c'est un gros pas en avant. C'est plus du double en 15 ans. Oui, c'est ça. Ça inquiète pas mal en interne, forcément. Alors, des travaux sont en cours pour créer une salle d'accouchement supplémentaire, mais il n'y a pas de nouvelle chambre de suite de couches. Du coup, Maëva, qui est une sage-femme expérimentée du service, dont on a changé le prénom à sa demande pour préserver son anonymat, elle nous dit on ne peut pas augmenter autant le nombre de naissances en restant dans les mêmes murs. Il va être impossible d'accueillir les mamans qui en ont besoin aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Donc on va un peu plus les pousser vers la sortie, alors qu'auparavant, elles pouvaient rester un peu plus de temps que la normale dans l'hôpital pour être prise en charge. Lucie, une autre sage-femme, nous a dit que avec une salle supplémentaire d'accouchement, ça allait être plus confortable, mais par contre que ça allait devenir l'usine en salle de suite de couches et que d'après elle, la logistique, le suivi des lits disponibles, etc., n'allait pas suivre. Une autre travailleuse de cet établissement nous a dit qui s'appelle donc Sandra Boticario, qui est auxiliaire de puériculture et déléguée syndicale CFDT, ce qui explique pourquoi elle parle aussi en son nom, elle est un peu plus protégée. Elle nous disait qu'elle avait peur que l'établissement dépasse une taille critique et que même avec un peu plus de personnel embauché, il n'arrive plus à prendre en charge les gens avec la bienveillance qui les caractérisait jusqu'à présent. Pour le personnel, en fait, ces craintes, elles sont justifiées parce que les conditions de travail seraient, selon eux, en train de se déliter. Mireille, là, c'est évidemment pas son nom encore une fois, une sage-femme de la maternité, nous disait que l'atmosphère managériale avait complètement changé depuis quelques années. Comme dans la plupart des hôpitaux aujourd'hui, ils étaient passés dans une logique d'entreprise. Cette nouvelle stratégie économique a par exemple conduit la direction à externaliser les agents de service des hôpitaux à une entreprise privée. Pour s'y retrouver un peu plus financièrement, mais bon, la qualité du service a baissé. Au lieu de travailler 24 heures sur 24, évidemment pas les mêmes personnes, ça tournait, ces agents de service ne travaillaient plus que 18 heures sur 24. Donc, et c'est sans doute fini du sentiment d'appartenance à une équipe qui était la marque aussi des équipes de Joseph Ducoing. Aussi, et puis ça pose des questions de transfert d'expérience, de connaissance des lieux, de formation, parce que du coup, les sages-femmes interrogées à ce sujet-là nous disaient que parfois
fois, c'est des gens qui sont complètement extérieurs à l'univers d'un hôpital et qui n'ont pas les mêmes réflexes. Enfin, c'est pas la même chose de nettoyer des choses dans un hosto que dans ailleurs, un bureau. quoi. Voilà, par exemple. Autre externalisation, le laboratoire d'analyse la nuit et en fin de semaine. Donc, ils font appel à un laboratoire extérieur, donc des délais plus longs. Tout ça, ça complique un peu les choses. Et ça fait perdre du temps aux sages-femmes qui se retrouvent à faire du travail qui n'est pas le leur, d'aide-soignants, parce que les aides-soignants se retrouvent à faire du travail de nettoyeur qui n'est pas le leur, parce que voilà, c'est une chaîne en fait, et du coup personne ne s'y retrouve, à part peut-être les personnes chargées du budget. Justement, la direction que vous avez essayé de rencontrer, qu'est-ce qu'elle dit des éléments que vous amenez ? Alors si je transmets si je vous donne la réponse de la direction, ça va faire un grand blanc à l'antenne. Ah ouais. Parce que malgré nos demandes, relances, on n'a jamais eu de réponse. Ils ont toujours refusé de s'exprimer, ne serait-ce que pour invalider les constatations de la quinzaine de personnes qu'on a interrogées. Donc on ne sait pas. C'est malheureux, mais alors c'est une non-communication que les salariés eux-mêmes déplorent, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de discussion possible avec la direction, qu'ils ne sont pas associés aux décisions, par exemple sur le nouvel objectif de 500 enfants, de 500 naissances. Donc c'est très compliqué et on en a fait nous-mêmes les frais. Ce qu'on déplore, c'est toujours mieux quand il y a du contradictoire dans nos articles. Mais bon, on a essayé, on n'a pas réussi. Du coup, il y a un manque aussi de personnel à Joseph Ducoing, notamment donc, lors des naissances. Pour les sages-femmes, le but à atteindre, ça serait 2 patientes pour une sage-femme pendant les gardes. Et ça arrive quand même de plus en plus qu'il en ait 3, 4, voire plus, nous a dit Sandra Bottigario. C'est un constat que partage aussi sa collègue Céline Bouvier, qui nous dit carrément qu'il n'y a plus suffisamment de personnel pour assurer le suivi des femmes et l'accompagnement qui fait pourtant la réputation de Joseph Ducoing. Elle nous raconte aussi que quand elle finit ses gardes, donc elle n'a pas toujours l'impression d'avoir fait du bon travail, du travail technique médicalement, oui, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour l'accompagnement en plus, c'est plus trop le cas, malheureusement. Donc ouais, comme... Oui, donc cela s'est traduit comment ? Il y a eu des débrayages, il y a eu des mouvements de grève. On sait que les sages-femmes ont beaucoup fait grève ces derniers temps dans l'ensemble des hôpitaux français et aussi dans les hôpitaux toulousains. Là aussi, il y a eu des débrayages du côté de Joseph Ducoing ? Alors, il n'y a pas eu de débrayage comme dans les cliniques privées, parce que, d'après une sage-femme qui m'en a parlé, elles n'ont pas le droit, en fait. Elles sont un peu sur le même modèle. C'est semi-public. Donc elles sont elles sont obligées de venir travailler un peu comme les soignants du CHU. Elles ont annulé. Donc elles peuvent être réquisitionnées. Voilà, c'est ça. Elles ont annulé le superflu, les réunions d'accompagnement, etc. Et elles ont absorbé aussi par solidarité toutes les mères qui devaient accoucher dans les cliniques qui ont fermé pendant 3-4 jours. Mais elles n'ont pas fait grève. Elles étaient solidaires. Chez COS-THU, certaines avaient des brassards, mais donc a priori pas de grève. Mais en interne, c'est compliqué. Il y a eu 2 ans de manifestations, etc. La pression est un peu retombée, mais il n'y a pas grand-chose qui a été solutionné. Malgré ça, malgré ce contexte difficile, faut vraiment le reconnaître. Toutes les patientes qu'on a interrogées, elles disent que la qualité des soins, elle n'a pas baissé. Il n'y a pas de risque aujourd'hui avéré, heureusement, on en est bien content. Mais c'est parce que les salariés, les soignants prennent beaucoup sur eux, en fait. Et l'une d'entre elles, Maëva, qu'on a déjà citée, elle nous disait que c'était pas périn, ça pouvait pas durer, en fait, à ce niveau-là. Elle nous a dit qu'elle se sentait comme sur un fil en équilibre entre ce qui est bien et ce qui est dangereux, alors que c'est pas un métier où on peut se permettre de prendre ce genre de risque, quoi. Et elle nous disait qu'elle avait peur d'arriver au point de plus pouvoir donner le change et que l'accompagnement en pâtirait forcément au bout d'un moment.
comme dans pas mal d'hôpitaux français, est-ce qu'il y a aussi un mouvement de démission au niveau de Joseph Ducoing, de gens qui disent j'en peux plus, ça fait trop longtemps qu'on nous balade, ça fait trop longtemps qu'on nous dit que les conditions de travail vont s'améliorer, et puis il n'y a rien qui change. On vient de passer 2 ans de pandémie où pendant toutes ces 2 années, on a dit qu'on allait revoir ce qui se passait à l'hôpital, remettre des postes, retravailler avec les soignants pour voir comment on pouvait les associer à la gestion des hôpitaux, peut-être revenir sur cette logique d'entreprise liée à la gestion de l'hôpital depuis ces 15 dernières années. Apparemment, ça ne change pas, au moins ce que vous venez de nous dire avec le nouveau plan pour Joseph Ducoing, ça ne change pas. Il y a des mouvements de démission. Alors, pour Joseph Ducoing, je n'ai pas le chiffre en tête. Je sais que dans la clinique Rive Gauche, il y a eu 7 démissions. Donc, Rive Gauche, l'ancienne clinique Sarus. Voilà, c'est ça. C'est un regroupement Sarus et quelques autres. Il y a eu 7 démissions sur un effectif de 40 personnes, 40 sages-femmes en un peu plus d'1 an, donc c'est quand même beaucoup. À Joseph Ducoing, Lucie, qui est une autre sage-femme que j'ai interrogée, c'est pas moi qui ai fait l'enquête sur Joseph Ducoing, mais j'ai un peu travaillé comme sur cette question-là, et elle me disait que elle, pour se maintenir à son poste, pour continuer à être sage-femme, à exercer, elle ne le concevait pas, elle ne le concevait plus comme une occupation à temps plein. Elle envisageait de passer à 50% pour pouvoir continuer à le faire avec plaisir et trouver une autre activité à côté pour gagner de l'argent, pour vivre tout simplement, parce qu'elle n'y arrivait plus, quoi. Ce qu'elle disait aussi, c'est que passé un certain nombre d'années, elle avait 37 ans, et c'était l'une des plus anciennes de la maternité, avec un peu plus de 10 ans d'expérience, et que toutes les sages-femmes expérimentées partaient dans le libéral pour être plus indépendante, mieux gérer la pression, etc. Et que du coup, il y avait aussi une perte d'expérience, parce qu'elle, à 37 ans, elle bénéficiait plus du savoir-faire d'anciennes sages-femmes. Ce qui pose quand même un problème aussi de savoir, transmission de savoir. De formation permanente. Tout à fait, oui. Alors, a priori, l'association des Amis de la médecine sociale, qui est l'asso derrière cet hôpital, a commandé une enquête sur les conditions de travail au CERTOP, c'est le Centre d'études de recherche, travail, organisation et pouvoir à Toulouse. Alors les recommandations circulent un peu sous le manteau, mais nous, on n'a pas réussi à en obtenir une copie pour savoir vraiment ce qu'il y avait dedans. Ça devrait être connu dans les semaines qui viennent, mais après la question c'est... qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que la direction en fera ? Est-ce qu'elle va s'en emparer ? Est-ce qu'elle va laisser ça lettre morte ? Ça, on essaiera de le dire dans un prochain épisode. Voilà, donc c'était la chronique de Gaël Cérès, donc autour de ce qui est en train de se passer à la maternité Joseph Ducoing. On rappellera qu'effectivement, depuis la rentrée, il y a un mouvement de fond sur un certain nombre de maternités en France qui fait que dans pas mal de villes, il y a des débrayages, il y a des fermetures de cliniques et il y a des services qui se mettent en grève parce que la coupe est pleine. Allez, un peu de musique et on termine l'émission avec les concerts du soir. Voilà, on vient d'écouter les Yard Act, jeune groupe britannique qui ce soir viennent directement de Leeds pour donner ce concert au Métronome dans le cadre d'un double plateau qui nous permettra de voir deux jeunes groupes de rock. D'abord Madame, M-A-D-A-M, un trio féminin fait de musiciennes de Toulouse et de musiciennes de Tarbes pour un rock très lourd, très explosif, très bruyant, comme on peut les aimer ici. Et puis donc en deuxième partie, ce groupe britannique Yard Act qui a sorti un premier EP vinyle, exclusivement en vinyle, il y a 6 mois, qu'à un moment donné on pouvait trouver à Croque Vinyle, rue des Lois à Toulouse, mais il n'existe plus. Bon, là aussi, vous regardez sur des plateformes de streaming, on le trouve, on a
attend un premier album de ce groupe qui a été signé par le label Island, le label de Bob Marley. Imaginez Salam Okran, qui est un vieux fanat de Bob Marley. Bob, et maintenant, Island fait aussi dans le rock'n'roll. Quoique il y avait déjà Robert Palmer à l'époque de Marley, et c'était pas du reggae. Donc voilà, on attend un album chez Island de ce groupe Yard Act pour janvier. En attendant, ils seront ce soir au Métronome à partir de 20h30. Allez, on attaque la série des concerts ce soir. Il y en a encore une petite quinzaine, liste non exhaustive. Je crois que bientôt on va tous exploser. Il y a vraiment trop de choses en ce moment à Toulouse. Il y a eu des années où on s'est plaint qu'il n'y avait rien, mais là ça n'est pas le cas. Au Taquin ce soir à 21h, on pourra retrouver la trance explosive de Édredon Sensible qui viendra sur la scène du Tatin, tout auréolé de leur premier album La Voulte Panthère, qu'ils joueront donc sur la scène du Taquin avec cette nouvelle façon de revoir la formation. Les deux sax sont toujours là, mais par contre il n'y a plus de percussion, c'est deux batteries maintenant qui jouent avec les deux sax, et ça fait un bordel phénoménal, et je pense qu'au bout de un quart d'heure de concert, l'ensemble du Taquin sautera en l'air. Ce soir, autre ambiance, Parc des Sports du Bazacle, juste sous le pont des Catalans, impasse Ramier des Catalans, justement. Il y aura un triple plateau toulousain avec 3 répertoires à découvrir pour 3 sets de 40 minutes chacun, avec par ordre d'apparition le duo Beresco, folklore imaginaire chanté en basque, Fantaisie macabre, chansons qui font peur, écrite par Guillaume Baraban, et puis ce concert se terminera avec Otravos, c'est du tango a cappella, début des festivités à 20h. Rebetico ce soir à la Candela avec le quartet toulousain Iblé Cabia à 20h30, soirée électro-groove au Burns House avec C4, à Sambarésie, soirée électro-tropicale avec Lazare suivi d'un set de DJ Camisa à partir de 20h. À Archipel, place Arnaud Bernard, nouvelle soirée sur le fil, soirée pluridisciplinaire avec le duo Alliage, Jean-Christophe Noël à la batterie et Thierry Di Filippo au synthé analogique. Il y aura également la plasticienne Pascale Becker et la danseuse Lorraine A. Là aussi, début des festivités à 20h. À la CAFPO à 23h, strip au risque d'aimer ou comment, parce qu'elle devait chercher de la figuration pour compléter son dossier d'intermittente. Une comédienne est devenue stripteaseuse, une pièce de théâtre par la compagnie Libre Cours. À Maison Blanche, Arnaud Bernard, Foro et autres musiques brésiliennes avec le trio du joueur de flûte Carlos Valverde, accompagné de Lucas Madi à la guitare 7 cordes et de Lucas Notaro aux percussions. 21h, le début du concert. Au Bijou, on en parlait tout à l'heure avec Pascal Chauvet, plateau lauréat du prix Nougaro, concours pour jeunes chanteurs et chanteuses de moins de 25 ans. Et ce soir, sur la scène du Bijou, le rappeur Hill, dont on écoutait un morceau tout à l'heure, également Timothée QF, Onde, et puis Omingest. Et ce soir à Beauzelle, dans le cadre d'Artistes en scène, opération lancée par le conseil départemental en soutien aux artistes, du théâtre à 20h30 avec les insurrections singulières par la compagnie Les Points Nommés, suivi à 21h30 d'un concert des Grandes Bouches autour des poètes à lutte. À noter que dans le cadre de cette même opération du conseil départemental, Seb donnera demain soir, lui, un concert au Pavillon République, chapiteau planté dans la cour du conseil départemental à Toulouse. Enfin, toujours demain soir, à la Grande Famille, une salle de spectacle située à Pensaguel, le groupe de Alexandre Pogam d'Acapo s'y produira à partir de 20h30. d'Acapo, dont on écoute tout de suite Help Me, extrait de son dernier album paru il y a un an, album qui s'appelait Paradise.
days are gone. You will help me. You will help me. Like a child about to cry, with a sparkle in his eyes. You will help me. You will help me. L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel. Voilà, et c'est là-dessus que s'achève le caramel mou hebdomadaire campusien avec ce petit morceau écrit par Wally à l'attention particulière de caramel mou. Johnny de Johnny Little Show commence à faire des vocalises derrière l'aquarium. Je suppose qu'il s'est déjà chauffé les mains pour pouvoir lancer la musique sur ses platines diaboliques. Dans un moment, il prend l'antenne. Nous, on se quitte pour une semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Et là aussi, il y aura plein d'invités. Allez, on vous laisse avec le Johnny Little Show. Vas-y, Jean, c'est ton moment. Tu peux hurler dans le micro. Salut les filles.